Globalement, on s'assèche, les étés sont de plus en plus secs et les hivers de plus en plus doux, c'est-à-dire humides. Ce qui n'est pas contradictoire, s'il fait plus sec en été, il y a plus d'eau qui s'évapore, qui doit bien retomber à un moment ou à un autre. Donc, au final, la quantité d'eau est la même. La quantité d'eau est la même, simplement elle tombe différemment. Avant, elle tombait un peu en été, elle tombe un peu moins, et avant, elle tombait un peu plus souvent en neige qu'en pluie sur les sommets, elle tombe un peu moins souvent en neige, un peu plus souvent en pluie. Et puis l'hiver, sur la couverture neigeuse, on voit qu'il neige plus tard, on voit que la fonte de la neige arrive plus tôt, et qu'il neige de moins en moins à moyenne altitude. Donc les Pyrénées en ça, c'est pas très différent des Alpes. Simplement, on manque d'indicateurs. Enfin, vous manquez d'indicateurs. Par rapport aux Alpes, c'est le jour et la nuit. Et donc, si vous voulez apprécier l'avenir, il faut sérieusement travailler la question, d'où l'intérêt de cet observatoire. Il y a déjà des études qui sont menées, c'est du côté notamment de Nancy, je crois, à INRA. Oui, non, mais tout le monde travaille là-dessus en France. Mais c'est vrai que sur les Pyrénées, il n'y a pas grand-chose. Moi, pour mon exposé, j'ai regardé toute la biblio sur l'histoire du climat. J'ai trouvé peu de références sur les Pyrénées, alors que des références sur les glaciers alpins, il y en a partout. C'est d'ailleurs l'observation des glaciers alpins en Suisse qui a en partie fondé la discipline de l'histoire climatique. Sur les Pyrénées, il n'y a pas grand-chose. Mais effectivement, sur l'agriculture, la teneur en eau, les sols, la météo, tout simplement, les paramètres météo. Et puis l'INRA, oui, qui travaille sur la modification de l'étagement de la végétation en altitude. Oui, il y a plein d'études. Finalement, cet observatoire, on va dire, c'était plus qu'indispensable. Je ne sais pas si c'est indispensable, mais moi j'étais étonné qu'il n'y en ait pas eu un vent, quoi. Mais l'observatoire n'a d'intérêt que si il est vraiment multi-confessionnel. C'est-à-dire si vous n'avez pas que... Alors déjà, si les scientifiques discutent ensemble, et puis si vous n'avez pas que des scientifiques. Il faut des politiques. On pense qu'on veut des politiques, mais ils représentent les administrés. Il faut des politiques, il faut des sociologues. Je crois que j'en ai parlé, mais comment on appréhende un événement extrême ? Il y a des phénomènes sociologiques et culturels. Donc pourquoi pas des philosophes ou des économistes, ou des assureurs aussi. Eux, les assureurs, savent parfaitement mettre un prix sur les désordres de l'environnement. Ils savent mettre un prix. Ensuite, c'est aux scientifiques de dire, attention, ce prix-là, c'est pas tellement le climat, c'est plutôt un aménagement du territoire aberrant. Donc il faut que tout le monde discute. Il faut qu'il en sorte quelque chose. Mais c'est difficile. En France, on n'est pas habitué à avoir un dialogue transdisciplinaire et on n'est pas habitué à avoir un dialogue non manichéen. Pour parler un petit peu de l'avenir, puisque c'était aussi le thème, aujourd'hui on a quelques éléments de réponse sur ce que pourraient devenir les Pyrénées. Est-ce qu'on pourra encore skier dans les années même si c'est à long terme ? En dessous de 1500 mètres, ça paraît difficile. Alors ça, c'est pas, j'ai pas une boule de cristal. Simplement, la machine climatique, c'est un gros moteur diesel il y a 30 ans qui met beaucoup de temps à arriver au ralenti. Une fois qu'il y est, il met beaucoup de temps à s'arrêter. Donc c'est très inertique. Donc ce qu'on observe aujourd'hui sera encore la même chose, même si on arrête toute consommation de pétrole, émissions de gaz à effet de serre, ce sera la même chose dans 100 ans. Et donc ce qu'on observe déjà ne peut être qu'accentué. Donc il neige moins à 1500 mètres, donc il neigera de moins en moins, voire peut-être plus du tout, dans 20, 30, 40, 50, 100 ans. Donc les stations de moyenne montagne doivent d'ores et déjà s'interroger. Et au final, l'alimentation en eau, la fonte des neiges alimente aussi beaucoup de rivières. Ça, on le sait. Mais après, on est dans l'incertitude. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'un climat qui change, et surtout parce qu'on l'oublie, une énergie de plus en plus chère, et les deux sont liés en fait. Ça remet en cause un aménagement du territoire basé sur l'étalement urbain, sur le tout bagnole. Ça remet en cause une agriculture intensive qui a un coût énergétique énorme, engrais, pesticides, c'est fabriqué à partir de pétrole et de gaz. Voilà. Et à partir de là, à partir du moment où vous avez une agriculture par exemple qui est moins intensive, vous avez une utilisation du sol qui est différente et qui est donc peut-être plus à même de résister aux aléas climatiques. Bon, voilà, on ne peut pas prévoir. Par contre, on sait pertinemment ce qui va se passer si on ne fait rien. Et si on ne fait rien, l'histoire le montre, notre société s'écroule. S'écroule au sens financier du terme, parce que c'est pas 2 jours avant une catastrophe qu'on va mettre une digue ou emmener tout le monde en centre-ville, parce qu'on se protégera mieux. On n'aura pas les moyens, et puis il y aura un désordre social énorme. Avant qu'on voit des catastrophes environnementales, si on ne fait rien, on verra une catastrophe sociale avant, et une catastrophe économique. On a vu depuis un petit moment, les gens commencent à s'intéresser un petit peu à l'écologie. Ouais. Il y a eu beaucoup d'attentes avec le sommet de Copenhague, finalement pas grand-chose, pas beaucoup de retombées. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que, entre autres les hommes politiques, sont prêts à écouter réellement les attentes des observations qui peuvent être faites justement à cet observatoire ? Alors il y a hommes politiques et hommes politiques. Il y a ceux qui agissent, c'est les élus locaux. Et puis il y a ceux qui font semblant, c'est globalement députés, sénateurs, ministres. Et eux,
Et quand bien même, il y en a quand même qui savent, il y en a quand même beaucoup, mais parce qu'ils perçoivent que l'adaptation des règlements climatiques est à un coût de l'énergie de plus en plus important, parce qu'ils savent très bien, ils ressentent que cette adaptation remet totalement en cause simplement l'organisation des territoires, ben, ils sont paumés. Ils sont paumés, et en plus ça va au-delà de leur mandat électoral, ils sont paumés. Et c'est là où les scientifiques sont utiles, c'est là où les élus locaux sont utiles, parce qu'ils expérimentent des solutions. Ils expérimentent des solutions qui marchent. Et à Copenhague c'est un fiasco, mais les élus locaux étaient représentés par Ronan Dantec, qui est un élu de Nantes, par Ronan Dantec, et tous les élus locaux impliqués, il y en avait 200 ou 300 dans le monde entier, se sont rendus compte, même s'ils le savent avant, mais là c'était plus prégnant, se sont rendus compte que finalement, avec les mêmes problèmes auxquels ils sont confrontés, ils avaient adopté les mêmes solutions et que ces solutions marchent. Voilà ce qui doit nous inspirer. Moi, c'est ce qui me rend optimiste. Si je regarde Sarkozy et ses collègues des gouvernements européens, j'ai envie de pleurer. Si je regarde les élus locaux, et en particulier en Midi-Pyrénées, on dira ce qu'on voudra, mais c'est une région avec le Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais qui ont vraiment fait des choses. Il y en a d'autres, on ne peut pas dire ça. Là, ça me rend optimiste. Mais il restera toujours un blocage, c'est philosophique en fait. Il faut changer notre rapport aux autres, notre rapport à la nature finalement, notre rapport à l'énergie. Il faut changer notre façon finalement de vivre ensemble. C'est pas un grand mot à la con, c'est notre façon de vivre ensemble, c'est simplement ça, l'aménagement du territoire. Est-ce qu'on peut encore vivre dans des lotissements où il n'y a que des gens qui dorment? Non, c'est plus possible. Parce qu'il y a une emprise au sol qui est trop forte, parce qu'il n'y a plus assez d'eau, enfin la disponibilité d'eau différente. Parce qu'on reporte le coût de cet aménagement aberrant sur l'automobiliste, qui à un moment ou à un autre n'arrivera plus à utiliser sa voiture, d'autant moins qu'il y aura des péages urbains de toute façon, parce qu'on parle de carbone, on oublie la pollution, on oublie surtout l'engorgement physique. À Paris, il y aura un péage urbain, ça a été quasiment voté, à Toulouse, il y en aura un moment ou un autre, comme il y aura des taxes carbone. Et ça oblige, il faut réfléchir avant, parce que sinon, c'est toujours les mêmes qui vont payer, c'est les plus pauvres. Et ça, c'est ce que l'histoire nous montre. Quand il y a eu des 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 morts, c'est évidemment avant tout les enfants, les bébés, les personnes âgées, des classes sociales les plus défavorisées. Vous allez me dire c'était 80% de la population avant, et c'était eux qui payaient. C'est eux qui payaient le plus grand prix. Et ce sera encore la même chose maintenant. Donc je suis très optimiste parce que je suis un optimiste de nature. Mais il est clair que ce n'est pas le climat, le changement climatique qui nous menace. C'est notre incapacité à nous adapter à lui. Et ça, c'est un changement culturel profond. Enfin, dernière question, pour rester un petit peu sur le régional, est-ce qu'on a déjà ciblé des gros points noirs ou des points vraiment sur lesquels on peut travailler d'ores et déjà pour moi, c'est la ressource en eau. Le facteur limitant, c'est moins la température à laquelle on peut s'adapter. Un ventilo, 2, 3, bon. Ça se voit sur les plantes en 2003, pendant la canicule, les plantes ont à peu près supporté la canicule jusqu'à temps que la ressource en eau, que l'eau se barre dans les nappes, parce qu'elle s'évaporait trop en surface. Le problème, c'est vraiment ça, c'est la ressource en eau. Ça a été dit par une question posée. On aura une eau, la quantité d'eau sera toujours la même, mais sa disponibilité, dans la saison où on a le plus besoin en été, sera plus faible. D'autant plus qu'il y a une pression, il y a de plus en plus de gens à abreuver. Alors, quand je dis les gens, c'est les résidentiels, les résidents, les touristes, les entreprises, les usines, le nucléaire, l'agriculture. Et là, il y a vraiment un choix politique qui est un choix de pays du Sud actuellement. Et quand on voit les paramètres météo qui bougent à toute vitesse dans le Languedoc-Roussillon, qui s'assèchent de plus en plus, sans parler de la mer qui grignote le lit d'eau qui protège la côte languedocienne, là, il y a de sérieuses questions à se poser. Il y a un assèchement qui est réel. Donc est-ce qu'on pourra encore autoriser l'arrosage du maïs en plein été dans le Languedoc? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'on peut encore envisager des constructions touristiques Maous sur le bord de la mer dans le Languedoc-Roussillon? Je ne suis pas sûr. Et ça, c'est vraiment un choix politique sur 25, 30, 40, 50 ans. Donc voilà, le Languedoc-Roussillon, la quantité d'eau, et puis se souvenir que quand même, notre période de surconsommation, on a totalement oublié la réalité de la vie, qui est qu'on est une espèce comme une autre, qui a quand même besoin des ressources naturelles, c'est 30 ans, 40 ans. Quand on regarde en arrière, le Lot, que je connais bien dans le Midi-Pyrénées, le Lot a vécu des siècles avec très peu d'eau. Ils ont su gérer la rareté. Et c'est vers ça qu'on va de plus en plus. Donc regardez un peu ce qu'on faisait dans le passé, sans refaire la même chose, il n'est pas question d'être passéiste. Et puis les solutions, on les a. Bien sûr qu'on les a.